Allez, OK. Merde, pas trop, ça va. OK, donc tu peux me voir ou pas là? Pour l'instant, Tango majeur, tu marqué comme, non connecté. Ah si, ça y est. OK. Donc je sais pas encore comment changer le titre, je verrai ça après. Mais on va OK. parler de Formula 51 que tu as vu il y a pas longtemps. Ouais, tiens d'ailleurs j'ai un gros décalage d'image. Mais c'est pas grave, du coup je vais pas regarder le D'accord. truc. OK, oui tout à fait. Alors, ce n'est pas un très bon film, comme je te disais, juste avant, juste c'est le film le plus récent que j'ai vu parce que je suis dans une période un peu, buddy movie, OK. et il était sur la longue liste, des films catalogués comme buddy movie, notamment par Wikipédia, et d'ailleurs, force est de constater que peu de buddy movies ont une note supérieure à 6 sur 10 sur IMDb, mais donc je m'étais dit: «Allez, heu, Samuel Jackson, Robert Carlyle, donc D'ailleurs, Big à B». pa à part, Trainspotting, ce mec-là, je le connais pas. C'est le Alors je mec vais de regarder. c'est Big B, c'est Ouais, ça, hein? c'est Ouais. c'est Begbie, si je l'ai vu dans deux trois autres trucs, qui étaient sympas, mais je me souviens plus lesquels. Si, bah, The Full Monty, Ah oui, c'est effectivement. vrai. Mmh. Il joue apparemment dans un James Bond, The World Is Not Enough, OK. et apparemment il joue aussi dans Stargate, et 28 semaines plus tard aussi, c'est vrai, mais qui m'avait pas laissé un OK. souvenir impérissable. Effectivement, il a pas fait que des cartons, et donc bref, le 51e état, liste de buddy movie, Samuel L. Jackson, Robert Carlyle. C'était réalisé par, Ronnie Yu en 2001, donc Ronnie Yu, moi en plus, je suis plutôt client de base, qu'il avait fait Liang-Hu, Entre passion et gloire, donc un film hongkongais, de OK. 93 que vraiment moi j'adorais à l'époque, heu et il a fait, les Chucky, il a fait Freddy contre Jason et les Chucky récents, heu, enfin récents, pas les derniers, mais ceux qui était axé comédie, on va dire, et que moi, en fait, je trouvais cool, c'est-à-dire que même Freddy versus Jason, on y reviendra peut-être un jour si on traite de ça, mais comment dire? Heu, il y a plein de gens qui ont pas aimé, mais moi, je trouvais que c'était justement, tant qu'à faire, autant mettre un peu de fun dans Et ce toi genre de film. ouais, tant qu'à renouveler la formule, autant, aller carrément dans un truc, what the fuck, quoi. Ouais, parce que de toute manière, de base, c'est what the fuck, mais quand ça veut se la jouer sérieux, au final, c'est naze, donc voilà. Bref, et donc Ronnie Yu, à la base, j'étais plutôt chaud, et le 51e état, c'est plutôt moyen, en fait, je vais pas en dire grand-chose, ça va me servir plutôt pour, rebondir, mais en Ouais. gros, hem, le film essaye d'être dans la lignée des trucs de Guy Ritchie, genre Snatch, et cetera, en mode film de gangster, parce que c'est un buddy movie, mais c'est surtout un film de gangster avec une histoire de. En gros, Samuel L. Jackson, c'est un chimiste qui, Il heu, porte un kilt apparemment ouais, voilà, ou, qui ah porte d'accord. un kilt, et d'ailleurs, c'est peut-être le seul truc qui a un fond au final, j'y viendrai, mais en gros, c'est un chimiste qui fabrique une drogue, qui est censée être la drogue, d'où le titre, Formula 51, genre 51 fois plus forte que la cocaïne, plus speed que la cocaïne, 51 fois plus hallucinogène que le LSD, donc déjà j'ai envie de dire: «Mais non, mais arrêtez, enfin, c'est n'importe quoi», et 51 fois plus, je sais plus quoi, que je sais plus quelle autre drogue. D'accord. Donc tu te dis en gros, bah, tu prends un cachet, tu mort, tu vas se bloquer pendant 6 jours, C'est enfin clair. bref, ça n'a aucun sens, Ouais, de toute et façon, puis c'est le ils en prennent un moment rave party et ils sont là genre youhou, alors que tu es là, bah non, si vous êtes complètement sous alu, ça va pas le faire du tout, mais bref, soit, et donc ce chimiste, heu, quitte ses anciens employés, qui sont des mafieux ricains, dont un gros mafieux qui s'appelle, The Lizard, et qui est très méchant, qui a une grosse brûlure sur le visage, et cetera. Bref, et il les assassine, lors d'un rendez-vous en faisant exploser des trucs parce qu'il est chimiste, et il fuit parce qu'en fait, il a un rendez-vous, avec un mafieux anglais en Angleterre pour revendre sa formule, se faire des millions de dollars, et partir et se la couler douce, parce qu'à la base, comme nous l'introduit la scène d'introduction, c'était un gentil, qui à la base voulait juste être,
chimiste normal ou je sais plus, il avait fait des études, mais il se fait arrêter par les flics parce qu'il fume un bédo et ça ruine sa carrière et donc du coup, il devient mafieux. Et donc il élimine les mecs, il part en Angleterre, sauf que le premier truc qui est un peu con, c'est que alors en fait et survit le Lizard, du coup, survit le Lézard, le grand méchant, et qui du coup envoie une tueuse, à ses trousses pour le rattraper et comme, bah, le plan de L. Jackson devait pas être foufou, en gros, les personnes avec qui il a contact, l'autre sait déjà et donc de toute manière, il envoie la meuf direction l'Angleterre, pour le chasser. Heu, voilà et récupérer la fameuse formule de la drogue et donc à partir de là, lui, il tombe sur, Carlyle qui est un petit mafieux local qui est censé, l'escorter jusqu'au rendez-vous avec le gars, mais en fait, forcément, ça se barre en sucette, et globalement, de fil en aiguille, c'est, un film de pourchasse et de fuite entre la tueuse qui, en fait, s'avère être l'ex, en plus, de Carlyle, évidemment, heu et bon, voilà, bref et le scénar, on OK. s'en fout, on va pas aller plus loin que ça, sur le sujet. Hem et le film se veut en mode justement, fun, mais en mode too much, c'est-à-dire qu'en mode, OK, donc Samuel L. Jackson, il a un kilt, hem, Carlyle, il est avec un autre mec qui est complètement débile, qui dessoude un gars alors qu'il lui dit juste de take care of him gentiment et l'autre, en fait, il croit qu'il faut le dessouder. Ils vont voir un des mecs, qui est bercé dans la drogue, enfin un mec qui tient une boîte de nuit et le mec, il est en mode, cheveux punk, il parle comme un ouf, il se maquille le visage, heu et en fait, tout est over the top et le problème, c'est que, bah, par exemple, si on prend Snatch, même si après Guy Ritchie, il a fait un peu de la merde, mais hem, si on prend Snatch, c'est over the top dans le montage et tout machin, mais les mecs, ils sont assez sobres, en fait, dans le jeu. Là, en fait, genre, il les dirige en mode, faites-en des tonnes et donc en fait, D'accord. globalement, les vannes tombent à plat et cetera et au final, c'est un film qui cherche avant tout le style et et qui en fait au final n'a pas vraiment de fond, si ce n'est que par rapport au personnage de Jackson, tu as une légère critique sur, on va dire, la manière dont, l'État a pu considérer un noir qui fumait des pétards dans les années 70, dans la manière dont ça l'a empêché d'être quelqu'un de normal et dans la manière dont, au final, à la fin, en fait, s'il veut le pognon, c'est pour prendre en quelque sorte sa revanche dessus. Et alors, Non, soit je spoil pas, spoil spoil pas, pas. voilà. Mais en tout cas, la toute fin a un sens par rapport à pourquoi il a un kilt et à D'accord. pourquoi, voilà. Mais c'est le seul truc qui a un peu de sens, mais finalement, tout au long du film, t'en as rien à foutre. Et en fait, je me suis posé la question du coup du film de gangster, et du style over substance, donc de la forme sur le fond. OK. Parce que, un autre pote, bah, que tu connais d'ailleurs, Xavier pour ne pas le nommer, on discutait des films de Tarantino et il il me disait, ce qui était assez juste en tout cas sur la deuxième partie de la carrière de Tarantino, qu'en fait, au final, Tarantino, même s'il fait des très belles scènes, et qu'il sait bien filmer, bien diriger et cetera, qu'au final, c'est un gros beauf et qu'en fait, dès qu'il s'empare d'un sujet un peu sérieux, il en fait une pantalonnade débile et c'est vrai que c'est le cas. C'est-à-dire que ce soit Inglourious Basterds dans lequel tu vas avoir effectivement deux trois scènes vraiment excellentes, mais le fond est complètement con. C'est genre, on va faire mumuse avec Hitler et machin et tu te dis, en fait, le mec n'a rien à dire sur le sujet. Heu, Quand il fait, le truc sur Hollywood, dont j'ai oublié le nom, récent là, qui revisite la vie de Charles Manson. Au final, même si je trouve ça sympa dans l'idée de dire, on va faire que les acteurs de série B, les cascadeurs oubliés d'Hollywood changent l'histoire, mais au final, le mec s'attaque à un truc qui est lourd et en fait, il choisit de s'en battre les couilles et de juste faire une grosse comédie avec Et et en fait Tarantino, il a du mal à finir aussi. C'est-à-dire que si c'est un peu à chaque fois il finit en se faisant plaisir, il fait une sorte de catharsis sur la vengeance, sur quand tu regardes la fin oui, de Django justement pareil, c'est un bon exemple. Le mec ouais, il s'attaque même le boulevard de la mort. à l'esclavagisme, au sud et en fait, il en fait un truc ultra bateau où genre, les sudistes c'est les gros méchants, même si c'était des connards pour la plupart, mais en fait, c'était pas aussi simple que ça. Les nordistes étaient pas forcément mieux et ça mériterait pour, ce genre d'histoire qui a été revu 50 fois justement de rentrer dans la subtilité et d'avoir des personnages un peu fins et en fait, au final, il s'en bat les couilles. Il fait juste un prétexte à la vengeance
bon, qui en plus est mal amené, sur la fin, mais à la limite, je sais pas si on va dériver là-dessus tout de suite, parce que peut-être il faudra refaire un truc sur Tarantino. Mais pour revenir au Style over Substance, je me posais la question sur même des films que j'aime beaucoup, genre Reservoir Dogs ou genre Pulp Fiction, de, du film de gangster et de finalement, comment dire? Du plaisir d'avoir juste des malfrats qui font des sales trucs et de qu'est-ce que on peut bien chercher finalement dans ce genre de film? Heu, Au-delà, une sorte de plaisir immédiat un peu avilissant d'être du côté, des bad boys et d'en faire des mecs sympas et charismatiques. Mais en fait, je me posais la question d'à quoi riment les films de mafieux. C'est-à-dire qu'en gros, et en fait, justement, il y a les bons et les mauvais, un peu comme, le bon et le mauvais chasseur et le bon et méchant flic. Et en fait, bon, souvent les films, les polars, souvent, en fait, c'est assez simple. Ça va être soit le crime ne paie pas, heu, dans le sens où le policier va arrêter le méchant à la Quand fin il et se trompe pas. voilà, quand il se trompe pas, ou justement quand tu as des films genre, Les Affranchis, heu, alors si je confonds pas les titres parce que chaque fois j'ai du mal avec les titres, mais avec Ray Liotta, hem, qui balance, qui balance les autres et qui se retrouve à la fin, dans un truc du FBI, de témoins planqués dans les villages, où là justement tu as un vrai fond qui est de dire: «Bah, voilà, la vie de gangster, on croit que c'est séduisant, on croit que c'est facile. On va monter très haut, on va se défoncer comme des grosses merdes et au final, de toute manière, on va se prendre forcément un bâton dans la gueule». Et en faisant ça, heu, Ray Liotta finit comme le plus kidam des kidams, comme le plus moyen des Américains alors qu'il rêvait de toucher la lune, et au final, la fable fonctionne et est cool. Heu et en fait, je voyais peu d'exemples, en tout cas de ceux que j'ai vus, de bons films effectivement de gangsters. Tu as Le Parrain évidemment, bon, qui ont un vrai fond, heu et on pourrait, même justement parler de Scarface comme on parlait tout à l'heure, ou le premier Scarface. Ou les Heu, Pushers aussi, ils étaient quand même pas trop mal dans le. oui, les Pushers effectivement. Alors oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai effectivement, où le mec il s'enfonce, du début jusqu'à la Ouais. fin, et en tout cas dans le Tu premier. sens que t'as pas envie du tout d'emprunter Non, cette voie, voilà, quoi. tu sens que tu as pas du tout envie, et justement, effectivement, il y a peut-être 2 écoles, en fait, heu, il y a peut-être l'école qui «dénonce» entre guillemets, ou qui veut te faire passer un propos, et l'école qui veut juste, s'amuser et être fun. Et la question, c'est est-ce que le fun peut suffire en soi? Est-ce que la forme peut primer sur le fond? Et dans le 51e état, pour moi, ça a pas marché. OK. C'était pas assez drôle. Heu, Là où effectivement dans Pulp Fiction, je suis toujours client parce que, les persos sont tellement intrinsèquement, bien foutus, intéressants, qu'en fait, tu accroches quoi qu'il arrive. Ouais et Heu, puis, lui, au-delà de ça, ouais, c'est oui, c'est ses dialogues et il y a des scènes, en fait, quand tu regardes pas Tarantino dans son ensemble, parce qu'effectivement, quand tu regardes le film dans son ensemble, tu peux y trouver plein de défauts. Mais quand tu prends les scènes, seules, en fait, elles sont presque ultimes, en fait. oui, ouais, ouais. Il gère trop bien ces tensions et cetera entre les personnages, c'est dingue. Ouais, 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 c'est dingue, et effectivement même, justement on parlait Hollywood, mais je sais plus, je parle pas d'Hollywood, je parle pas de du boulevard de la mort, enfin, je sais pas pourquoi je fais le rapport entre Hollywood et la Oui, mort, mais je le sais plus. Ouais, le Tarantino sur le passé d'Hollywood, moi je vais regarder tout de ouais, suite. les Heu, tricheurs, quoi. ouais, heu, sauf que je fais de Non, la on merde. devrait essayer de le retrouver avec notre vieille tête, quoi. Non, non, Once moi Upon c'est a bon. Time in Hollywood. Voilà, merci. Ouais. Et même Once Upon a Time in Hollywood, il y a plein de scènes super bien, la scène où putain, j'ai tellement j'ai tellement de plus en où DiCaprio, voilà, mais moi les noms c'est fini en fait, j'ai passé 40 ans, j'ai emmagasiné des noms pendant des années et en fait c'est fini. Tu la scène où DiCaprio, il joue une scène dans le film, et le mec, il joue super bien, elle est mortelle la scène, heu, dans
dans Inglourious Basterds, la fameuse scène avec les mecs en dessous, la fameuse scène, du cabaret, enfin ou du Ouais. bar, heu, Ouais, elle est intrinsèquement mortelle. elles sont mortelles. Mmh. Juste qu'en fait, bah, tu as 3 Elles méga servent scènes. pas ouais, c'est ça, elles servent pas le Voilà. propos global, enfin, Non, voilà, elles c'est servent pas pas au propos global, elles servent à rien au final et enfin, ou en tout cas le mec gâche tout dans la dernière ligne droite, ouais, c'est ça, ouais. voilà et effectivement, est-ce qu'il est possible d'allier, enfin, est-ce que en tout cas, qu'est-ce qui compte au final? Est-ce que le plaisir de la forme, peut suffire en soi, du moment qu'on a plaisir ou est-ce que, Ah, on ou on est-ce aurait on aurait quand même tendance à penser que, ça serait ultime si les 2 étaient liés, d'une manière harmonieuse ensemble, tu vois? Ah, Heu, alors c'est forcément mieux et c'est ce qui fait que des films deviennent inoubliables ou des classiques. oui, parce qu'il y en a Juste plein des films qui ont réussi à Ah oui, oui, avoir il y en a cette plein. osmose. Il y en a plein, tout à fait. Mais juste la question c'est, en fait, heu, est-ce que le plaisir coupable, comme on pourrait l'appeler, est-il noble malgré tout? Ou est-ce qu'on est des gros débiles et qu'on ne devrait pas accepter, quelque chose qui a un mauvais message ou qui dit pas grand-chose, juste pour nous épater avec, Non, mais si c'est bien fait, why not? D'ailleurs, on accepte Tarantino. Enfin, je veux dire, moi, je regardais un film de Tarantino, même si la fin me déçoit, c'est tellement bien fait que OK, tu vois? Heu et l'inverse également l'inverse également, genre un film, un peu pourri, mais qui après a un bon message, ouais, le problème, c'est que, du coup, tu passes un très mauvais moment. Tu passes 1 heure et demie de douleur si c'est mal fait et qu'à la fin, le message est beau. C'est la différence, quoi. Oui, c'est effectivement un problème et j'avais vu putain, le titre, un Lars von Trier il y a pas longtemps, Quoi? Tu vu quoi? avec Nicole Kidman, hem, OK, oui, c'est, heu, alors Alzheimer, Dogville, voilà, ah oui, Dogville, Dogville, putain, je l'ai vu ouais, à la sortie, au tout début, ouais, ouais ouais, truc en mode et théâtre, ouais, c'est ça et en fait, le film dure 3 putains d'heures et en fait, il est brillant, mais il est dur quand même. C'est-à-dire que, le propos est puissant, il est très puissant même. Hem, la mise en scène, je pense qu'elle vient d'une question de budget à la base, mais au final, puisque tout est représenté, donc pour les gens qui écouteraient, qui ne connaissent pas le film, en gros, c'est un film où, une nana débarque dans un vraiment un petit village, paumé, des États-Unis, dans les années, explique la ouais, forme aussi, ou dans les c'est années 30, important. ouais, beh, je vais y venir, oui, Ouais, oui, OK, pardon. dans les années 30, et en fait, elle cherche refuge et a priori, elle est pourchassée par des mafieux et c'est vraiment un petit village où tout le monde connaît tout le monde, où tout le monde commande sur tout le monde, heu et en fait, pour montrer justement tout le côté, gossip, tout le côté, ragot, tout le côté, personne n'a d'intimité, tout le monde se connaît, il choisit de montrer tout le village sur une grande scène de théâtre où les maisons sont délimitées par des marques sur le sol et les rues comme un plan et où en fait les maisons n'ont pas de murs, heu, excepté quelques objets, qui permettent d'identifier tel ou tel lieu, heu et avec une voix de narrateur, par-dessus qui va commenter et découper en scène toute l'histoire. Et donc ce choix de la zone de théâtre, en fait, sert extrêmement le propos, même si probablement à la base, l'idée est venue d'un problème de budget, j'en sais rien, mais en tout cas au final, c'est brillant, ça fonctionne. Heu, mais c'est vrai que, sur l'ensemble, heu, le propos a beau être bon, les acteurs ont beau être excellents, ça reste tellement une prise de position un peu arty et un peu figée quand même et monotone dans le traitement visuel du coup, qu'effectivement le film tu le sens quand même salement passé. Voilà et du coup tu te dis: «Est-ce que c'est nous qui sommes devenus,
des espèces de merdes décérébrées qui sont incapables d'avoir une attention, soutenue plus d'1 h 30, 2 heures. Heu, Après, il y a des moments, moi ça m'arrive des moments où je me lance dans un film comme ça, alors qu'en fait je suis pas du tout, apte à le réceptionner. Il y a des moments où je me lance dans un film, en fait dans un autre état d'esprit, je l'aurais regardé et j'aurais certainement beaucoup plus apprécié, parce que, j'ai pas l'état d'esprit nécessaire, tu vois? Pour me plonger dans un truc un peu compliqué, quoi. ah oui, oui, effectivement, normalement, il faudrait, dans l'idéal, consommer les films en fonction des envies. Moi, le problème, c'est que souvent, je les regarde de Et manière complètement random. C'est-à-dire que j'ai ouais, mais mes moi mon aussi, c'est dur de backlog, savoir mes ton listes, envie voilà. avant, en fait, Et tu vois? et et le bon côté, c'est que je sais pas du tout, de quoi vont parler les trucs que je regarde. Heu et du coup, c'est cool parce que j'ai aucun a priori. Par contre, effectivement, des fois, ça tombe pas toujours bien. Heu, Là où des fois, je vais avoir purement des envies, nostalgiques, régressives de me mater un truc des années 80, un bon film d'horreur des années 80, voilà, parce que c'est l'enfance, parce que c'est tout ça, parce que justement c'est fun et que tu te poses pas trop de questions et qu'il y a OK. l'enrobage qui va avec et que tu as des gamins qui font du vélo, sur des grandes routes entourées de pins et que tu es là: «Waouh, c'est génial, je veux être un enfant américain dans les années 80». Mais voilà, mais en tout cas Dogville, je recommanderais chaudement de le voir justement, heu et ce qui et cet aspect arty peut faire, peut-être une transition sur de l'écriture de scénario, même si tu voulais te parler de Battlestar Galactica à la base. Bah, on fera à la fin. Battlestar? Ouais? Oui, parce que justement, Et ah, juste, tu peux me donner la référence de cette vidéo? alors je sais que le mec s'appelle Antoine Goya. Ah oui, En d'accord, fait, OK, je ouais, vois. voilà, Je moi vois je qui connaissais c'est, pas ouais. du tout. En fait, c'est un pote, OK. alors pour recentrer, l'historique du truc, hem, c'est un un ami avec qui on échangeait sur, la place du scénariste et le métier de scénariste, qui est lui, en fait, est juste amateur de films, il est pas du tout dans et en fait, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de Ton mal. ami ou Antoine Goya? Non, mon pote, mais OK. ça doit être la même pour Antoine Goya d'une manière ou d'une autre, mais hem, en fait, mon pote a beau être très cinéphile, il fait partie, comme beaucoup de gens, en fait, des personnes qui vont absolument maximiser le rôle du réalisateur et minimiser, hem, le rôle du scénariste et en fait, ils ont déjà du mal, ils cherchent à Dans différencier quel sens? dans le sens où ils vont globalement chercher à définir quelque chose comme histoire qui, selon eux, va être la plupart du temps et j'en ai discuté avec plein de gens et je retombe toujours sur les mêmes interprétations ou les mêmes poncifs du sujet. C'est-à-dire que, hem, ils vont définir comme histoire, en gros, les grandes lignes. Le chevalier doit sauver la princesse et pour eux, quasiment tout ce qui suit, est de l'ordre de la réalisation. Ah oui, d'accord. Heu, Pour eux, les voilà. mécaniques de narration sont pas du tout, de l'ordre du scénariste, quoi. C'est ça, ou alors ils les perçoivent pas et en fait pour eux si une scène est bien, c'est que le réalisateur a bien fait son taf, si les acteurs jouent bien, c'est que le réalisateur a bien fait son taf, ce qui est en partie le cas, hein, on va pas du tout se Ouais, se mais se un texte cacher. mal écrit, ça peut Mais mais vraiment mais plomber, voilà et en fait les mecs ne se rendent pas forcément compte du fait que, une scène mal écrite, sauf si le réalisateur réécrit tout du coup en tournant, mais si la scène est mal écrite, que les dialogues sont mauvais, ça fonctionnera pas. même le rythme, tu vois? Je veux dire, Oui et en fait les gens ont même méconnaissance du document script. Si je reprends un exemple qui était dans McKee, heu, si tu écris, si tu écris, Robert McKee qui est l'auteur du oui, livre de Story story, sur oui, le sur l'écriture de scénario c'est justement, c'est une sorte de bible, pour les scénaristes. voilà et il va dire, bah, par exemple, si jamais tu écris, enfin je vais reformuler parce que je sais plus l'exemple en question, mais si tu écris, il rentre dans la pièce en tâtonnant avant de trébucher, sur un cadavre boursouflé, et il tombe par terre, en s'écriant: «Zut!» par exemple. Très bon En exemple. fait, voilà, tu tu vas t'imaginer tout de suite quand tu lis ça, tu vas t'imaginer probablement un espèce de travelling horizontal qui suit le mec dans la pièce, Ce que tu veux et dire, c'est que le scénariste, il peut induire?
il peut induire ce que le travail du réalisateur derrière. Ouais, Alors que si tu exactement. écris par exemple: «Il tourne la clé dans la serrure, point. La porte s'ouvre avec un craquement, point. Un bruit de mouche est assourdissant et il se balaye le visage car l'odeur semble inconfortable. En avançant, le parquet craque et il fait tomber, sa cigarette et là il découvre une main boursouflée, d'où quelques mouches s'envolent». Ben, en fait, tout de suite, imagine, 12 plans, très découpés qui vont t'amener dans l'ambiance du truc et ça, en vrai, c'est à la base le boulot du scénariste. Hem, Ce qui ne veut pas dire que le réalisateur, n'a pas libre cours pour tout changer, selon l'interprétation du réalisateur, que ça soit l'américaine ou à la française, heu et selon, voilà. Mais de base, les gens ne se rendent peut-être pas compte que, dans un script, il y a beaucoup de notions et en fait, pour revenir à la vidéo dont je parlais, lui m'envoie cette vidéo en mode, parce que le propos du type in fine, c'est, d'essayer de dire que les règles scénaristiques, de narration Propos n'ont aucun d'Antoine Goya, c'est ça? ouais, voilà, Ouais. n'ont aucun intérêt ou en tout cas, il s'oppose fermement, à, notamment Durandal, que je connaissais pas spécialement et à AG que je connaissais encore moins. Qui eux vont se poser en mode, défenseur, outrancier et ferme des règles narratives et en fait, il va choisir des extraits choisis dans lesquels ces mecs-là sont effectivement atrocement pédants et atrocement cons aussi. Ou pour le coup, par exemple, même le mec âgé, il va être là: «Ah, j'y reviendrai plus tard», mais il va être là, heu: «Un film, c'est forcément en 3 actes, point. D'ailleurs, Vogler le dit et Vogler, c'est le maître d'Astier. Alors, si vous voulez tester le maître du maître», alors déjà, en fait, Astier, j'ai beau vraiment beaucoup aimé le mec, au final, il a montré qu'il était loin d'être parfait, notamment dans le dernier Kaamelott, mais peu importe, on y reviendra peut-être un jour. Vogler, c'est Le Christophe Vogler, c'est ça? Voilà et en plus, Vogler ne dit absolument pas ça dans son bouquin, Et le guide du scénariste, pardon. voilà et qui est tiré du mythe du héros de Campbell ou je sais plus exactement. Hem Et en fait, le problème, c'est que d'un côté comme de l'autre, j'ai l'impression qu'il y a une énorme incompréhension. Et Goya, lui, du coup, va pas du tout aimer la manière, impérative avec laquelle ces mecs-là imposent ça comme étant des règles absolues. Et lui, il va partir sur des contre-exemples, justement, de films très arty. C'est pour ça que je pensais à Dogville, ça m'a fait revenir à ça. De films très arty où il va dire, «Bah, moi, j'ai un film où pendant 3 heures, il y a une nana qui épluche des patates tout en ayant des orgasmes et pour moi ce film, va dire beaucoup plus que le dernier Marvel», par exemple. Heu et en fait, je me suis rendu compte que, globalement, il y avait non seulement une incompréhension de ce qu'on appelle règles scénaristiques et un mélange entre les différents entre ce qu'est une histoire et ce que peut être le médium ou le média, parce que j'ai toujours du mal, le médium, c'est l'écran et le média, c'est le cinéma. Le média cinéma, c'est-à-dire qu'en gros, heu, d'un côté, tu vas avoir des gens qui parce qu'il existe des conseils narratifs qui sont basés et je vais y revenir après et qui ont vraiment du sens. Imagine que ce sont des règles immuables, alors qu'aucun des auteurs, que ça soit Vogler, que ce soit Mackie, que ça soit Truby, aucun des auteurs ne va jamais dire qu'elles sont impératives. Ils vont systématiquement dire que chaque histoire va avoir des besoins différents. Pour chaque règle ou chaque conseil, qu'ils émettent, ils vont citer des contre-exemples de bons films qui ont pris des contre-piassas et qui fonctionnent. C'est juste que leur point de vue global, c'est de dire que globalement, il y a des choses qui semblent mieux fonctionner que d'autres, dans la majeure partie des cas, et que pour faire passer certaines idées, certaines choses, il y a des méthodes qui fonctionnent. Et Et avant et d'aller puis, une règle de base, elle est faite aussi pour être transgressée, mais c'est juste un matériau de travail, de base, en c'est fait. ça et en fait, un des problèmes, c'est justement le fait que ces gens-là, d'un côté comme de l'autre, en fait, ne, sont a priori jamais confrontés au travail d'écriture et donc ne comprennent pas les besoins du scénariste et les problèmes auxquels il fait face. Là où quand tu es scénariste et que tu lis ses bouquins, ils répondent clairement à des situations que tu rencontres. Et en fait, il y a pour moi, il y avait un 1er problème, dans ce que disait Goya, c'est qu'en fait, il va citer plein d'exemples
de films complètement, de réalisateurs complètement barrés qui vont te faire, 10 heures en filmant un mur, j'exagère à peine. Et en fait, pour moi, déjà, il y a 2 choses complètement ultra différentes. C'est que, même si parfois la frontière peut être floue entre les 2, un film arty, un film, expérimental, moi, j'ai déjà vu des films où le mec, il dort à poil avec son chien pendant 30 minutes, vu à la FIAC. Ça n'a rien à voir, ça utilise effectivement le film comme support pour proposer une œuvre qui se veut avoir un propos et après c'est libre à chacun de dire que mater un mec 30 minutes à poil avec son chien, c'est un propos pertinent. Heu et un film qui se veut narratif qui lui, en fait, est l'héritier de l'histoire, au sens où c'est des histoires qu'on se racontait au coin du feu, qui sont devenues ensuite des pièces de théâtre, qui sont devenues des romans, qui sont devenues des films, qui sont devenues des bandes dessinées. Et ça, c'est l'histoire au sens histoire, au sens où l'être humain a la capacité de se faire piéger, son cerveau a la capacité de se projeter dans un personnage qui va vivre une aventure et à travers les problèmes qu'il rencontre, de vivre les problèmes du mec et potentiellement de résoudre ses propres problèmes ou en tout cas de vivre des problématiques qu'il n'aurait pas vécues autrement, et cetera. Et ça s'appelle une histoire et ça se veut narratif. Ce n'est pas conceptuel, ce n'est pas et après c'est pas pour ça qu'il y a pas des ponts qui sont possibles entre les 2, hein. Ouais, carrément. Mais mais globalement, c'est 2 choses complètement différentes et tu ne peux pas d'un côté dire: «Les règles narratives, on s'en bat les couilles» et de l'autre côté dire: «Regardez, j'ai une meuf qui épluche des patates pendant 3 heures». Ce n'est pas du tout le même sujet, ça n'a pas du tout la même fonction, ce n'est pas du tout la même chose. Et quand on écrit, on a soit on est artiste au sens large et on a envie de faire un truc expérimental machin, mais si on a envie d'écrire une histoire qui fonctionne dans les carcans de ce qu'est une histoire, là vient réellement la question, de qu'est-ce qu'est la narration, de comment le mieux raconter mon histoire, de comment le mieux faire vivre à un spectateur, à un lecteur, quelque chose à travers des personnages qui ont une problématique. Ouais, et puis Et ce sont des outils à notre disposition pour exprimer au mieux ce qu'on veut faire. Les gens qui ne maîtrisent pas justement ces outils, souvent vont faire des choses qu'ils ne maîtrisent pas et qui ils vont pas arriver du tout au résultat qu'ils voulaient e même e faire eux en fait. exactement et plus tard, je reviendrai sur quelques points qui citent parce qu'on va pas faire évidemment, l'entièreté des règles, scénaristiques, heu, mais n'importe quel nanar que tu vas voir, genre American Ninja, genre, Samouraï versus, je sais plus quoi, tu en fait, ça sera bourré d'erreurs involontaires parce que justement les mecs ne savent pas et essayent de faire et en fait, en voyant les trucs, du coup, tu peux que rigoler parce que justement ça ne fonctionne pas et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces fameuses règles narratives ou ces conseils, sont pas sortis de nulle part en mode, bah, tiens les mecs, se sont dit: «Bah, tiens on va étiqueter des règles». Absolument pas, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que depuis même Aristote, même si le bouquin d'Aristote dont j'ai oublié le nom, il est imbitable aujourd'hui et qu'en gros, sur l'entièreté du bouquin, c'est la poétique je crois, où il va se poser la question dans son carcan de vieux grec, hem il va se poser la question justement de la dramaturgie, et cetera. Mais bon, aujourd'hui, inutile, je pense, enfin inutile de le dire. Pour la curiosité et la culture, c'est toujours bon. Mais ce que je voulais dire, c'est que de ces mecs-là jusqu'à Shakespeare, jusqu'à ensuite aujourd'hui, Campbell, puis Vogler, Mackie et Truby, et cetera, les gens ne cherchent pas à étiqueter des règles pour étiqueter des règles. Ils constatent que des histoires fonctionnent mieux que les autres, que des histoires perdurent, que des films fonctionnent mieux, que des films deviennent des classiques et ils essayent de comprendre comment. Ils essayent de comprendre Les qu'est mécanismes, ouais. les mécanismes, qu'est-ce qui fait que cette scène-là, elle fonctionne? Qu'est-ce qui fait que ce héros-là, on est avec lui? Qu'est-ce qui fait qu'on est surpris à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait qu'on est ému? Vogler, par exemple, même si de tous les guides scénaristiques que j'ai lus, c'est vraiment pas celui que je préfère. Vogler, à un moment, vers la fin, va parler du langage du corps et il va dire même quand vous écrivez ou quand vous êtes spectateur, c'est pas que cérébral, c'est-à-dire que, à quel moment vous allez être ému, à quel moment vous allez être stressé pour le mec, à quel moment vous allez être angoissé, à quel moment vous allez retenir votre souffle, à quel moment vous allez avoir des palpitations. Réellement, les mecs sont partis du constat physique que des choses marchaient sur la plupart des humains, c'est jamais, général, hein. Il y a des gens, tu peux leur montrer une chaise, qui bouge pas pendant 10 heures et ils vont être contents et ils vont trouver quelque chose, ils vont se dire: «Mmh, essaye de me dire un truc». Mais globalement, quand tu fais de la narration et que tu as une histoire avec des personnages, il y a des choses qui semblent fonctionner sur la plupart des gens. Heu, Après on a tous des affinités avec des genres, avec des différentes choses, avec des éléments qui vont plus nous marquer. Mais
les mecs partent de ce constat-là et c'est comme ça qu'ils se sont mis à décortiquer les choses, à essayer de comprendre, qu'est-ce qui pouvait fonctionner et donc à écrire des livres de conseils qui sont effectivement réellement, très utiles quand tu te mets à écrire, heu, parce que ça a beau être un art, c'est aussi un artisanat et même si c'est comme un en musique, par exemple, tout le monde va trouver sensé le fait de D'apprendre faire du des solfège ou de gammes, prendre des ouais, cours de ouais. guitare, apprendre des gammes. Parce que si tu le fais pas, tu vas être limité à faire que du punk. Alors que Et si attends, tu s mais je te coupe, mais même le punk, en fait, tu es obligé de partir avec, un même minimum de base. un minimum de base. Tu es obligé de connaître tes accords, tu es obligé de connaître, tes barrés, tu es obligé de connaître un peu ton manche de guitare. Un peu, tu vois? Et en fait, c'est une règle. C'est comme si en écriture, effectivement, tu pouvais partir sans règle. Juste Oui, un intuition. Mais en musique, en fait, même si tu fais du clavier, putain, il va falloir quand même que tu apprennes, certaines choses, quoi. bah, ouais, ouais, évidemment et en fait, c'est comme du vocabulaire, hein, je compare souvent ça du vocabulaire. Si tu as pas de vocabulaire, tu vas être très limité dans les idées que tu peux exprimer. Alors que si tu as beaucoup de vocabulaire, tu pourras t'adresser, à un académicien ou à un ministre, même si les ministres d'aujourd'hui n'ont plus le niveau de ceux d'antan, d'un point de vue, littéraire, comme tu vas pouvoir t'adresser, aux badauds des bas-fonds, voilà et tu pourras exprimer, même si tu dois écrire, exprimer différents personnages, et la musique, c'est pareil, si tu as pas de technique, tu vas être très limité, alors que si tu as énormément de technique, tu pourras toucher plein de genres différents et exprimer plein d'émotions différentes. Et le dessin, c'est pareil. OK, il y a des mecs qui font de l'abstrait, mais parmi ceux qui font de l'abstrait, les meilleurs sont ceux qui ont un vrai dessin académique derrière. Heu et pour faire du dessin, pour faire de la BD, tu vas apprendre l'anatomie, tu vas apprendre les perspectives, tu vas apprendre des techniques de crayon, des techniques d'encre, des techniques de peinture. Et par contre, le scénario, en tout cas en France, dans la vision française du scénario, ça va être quelque chose de totalement, heu, abstrait, de totalement artistique qui sort de la cuisse de Jupiter. Impulsif. Impulsif et n'importe qui peut devenir auteur du moment qu'il a un peu d'imagination et une idée et à la limite quelque chose à dire. Alors que la vision anglo-saxonne et d'ailleurs en France ça change beaucoup avec l'arrivée des séries, maintenant il y a plein de cursus scénaristiques qui ont été ouverts dans des écoles, parce qu'ils se rendent compte que globalement le niveau des scénaristes français est extrêmement bas, alors que les Américains, OK, il y a un côté un peu usine machin, mais les anglo-saxons, eux, ils ont toujours été baignés dans le fait que c'est une pratique qui nécessite un apprentissage, qui a des codes. Heu et donc ça fait très longtemps qu'ils ont des cursus, hem et souvent je fais la métaphore pareil avec les arts martiaux, et justement elle est assez bonne. En vrai, souvent, heu, quand tu pratiques un art martial, on t'explique que la ceinture noire, en fait, n'est pas une fin en soi, c'est le début. Parce qu'en fait, passer la ceinture noire, tu es censé maîtriser toutes les bases et ensuite tu vas aller à la recherche de l'approfondissement du style que tu pratiques et de te l'approprier, de te le personnifier, voire de le modifier, de le changer en fonction de tes besoins. Heu et bah, quand tu es scénariste, c'est pareil, si tu es débutant et que tu es ceinture blanche, ceinture jaune, ceinture orange, tu vas avoir besoin de t'appuyer sur des règles, de les apprendre et une fois Pour que tu pouvoir les sentiras que transgresser voilà, plus tard, pour quoi. pouvoir les transgresser plus tard quand tu sens que tu les maîtrises, et que tu peux justement faire quelque chose et voilà et globalement, je pense que il y a une il y a vraiment un mauvais regard sur, ce qui peut être, de l'ordre des règles, ce que moi j'appelle plutôt des conseils, scénaristiques. Voilà et après dans la vidéo, il abordait des points sur le fameux truc en 3 actes où il parlait de sa meuf, avec des pommes de terre, machin et de l'autre côté, tu avais AG qui était là: «Mais si, c'est forcément 3 actes» et alors pareil, les gens, tu as envie de dire: «Non, mais il y a des pièces de théâtre en 4 ou 5 actes. Les Blues Brothers, c'est 4 actes». Heu, tu as tout le début avec la mise en contexte, et la mission qui est donnée, il faut sauver l'orphelinat, il faut de l'argent. Ensuite, le deuxième acte, ça va être réunir le groupe. Une fois qu'ils ont réuni le groupe, ça va être trouver une salle de concert, faire un concert pour gagner de l'argent et une fois qu'ils ont l'argent, ça va être ramener l'argent à temps à l'orphelinat avant qu'il soit fermé et voilà. Il y a plein de films qui sont en plus que ça. Juste que par contre, tu auras, effectivement pas de film en moins de 3 actes parce que une histoire n'est jamais statique. C'est-à-dire que forcément tu as un point de départ et tu as forcément un chamboulement, qui va, l'élément déclencheur et cetera, qui va forcément transporter le héros dans une problématique et donc bah, à partir de là, ça va s'ouvrir sur un cœur d'histoire et tu auras ensuite forcément une conclusion. Enfin voilà, après, fatalement
fatalement, ça fera au moins 3 actes dans une narration classique et oui, on peut faire un film où une meuf épluche des patates. Mais ce n'est pas la même chose si tu racontes une histoire, effectivement. Mais par contre, il faut pas non plus se battre avec le sacro-saint à 3 actes. Il y a d'autres formes Ah oui, et non, mais ça c'est montre clair. voilà et ça montre bien qu'effectivement, heu, des mecs comme Agé ou peut-être que Durandal pratique, hein, j'ai cru comprendre qu'il était lecteur de scénarios pour des boîtes, heu, mais bref, c'est des gens qui pareil, alors le mec il va s'énerver aussi sur le setup payoff et ça rejoint ce que tu me disais, sur les mecs qui savent pas, qui font nawak. Le mec, il est là, il dit: «Ah bah, quand je vois un élément, dans un film, je me dis: "Ah bah oui, il va forcément servir plus tard et donc du coup, je suis pas surpris quand il sert"». Et oui, c'est vrai, mais quand c'est bien fait, justement, tu as le bon et le mauvais setup payoff, mais avant d'en arriver au bon ou au mauvais setup payoff, quand tu écris, si à un moment donné, tu arrives dans ton récit et que, ton personnage, Sort a un truc besoin de de son chapeau, ça a aucun voilà. sens. Ça ne marchera pas et je prends l'exemple Ouais. de Mad Max, même si c'est pas le meilleur setup payoff Lequel? qu'on ait vu, le Fury Road OK. avec dans le pommeau le couteau. Bon ben, heu, quand il se sert du couteau pour se défendre dans la cabine du camion avec le pommeau, qui est un poignard, si tu n'avais jamais vu ce poignard avant, tu te dirais: «Mais what the fuck, on se fout de ma gueule, le truc sort de nulle part, Deus ex machina machin». Donc tu es obligé de l'introduire au préalable pour que Eh ça ne ouais. semble pas complètement fortuit avant. Et après, c'est juste dans la manière dont tu introduis que tu es habile ou que tu es pas habile et que du coup, tu as, un gros panneau qui est écrit en mode: «Ah ah, il va l'utiliser» ou si tu es habile, genre même dans, Maman j'ai raté l'avion, c'était, Méa, qui est un youtubeur, ou un vidéaste comme on veut, qui en parlait. Heu, Ils vont introduire le fait que le gamin laisse ses bagnoles partout, mais dans la manière dont c'est introduit, c'est normal vu que c'est un gamin qui fait que des conneries et le père qui arrête pas de l'engueuler, qui lui dit: «Puis tu vas me ranger tes bagnoles» et en fait plus tard il va utiliser ses bagnoles pour faire tomber Ah oui, les non, mais cambrioleurs. niveau setup, ils sont ultra bons, ce film. Voilà et du Ultra coup ça fort. ouais, ça passe crème et en fait, c'est juste le bon et le mauvais setup et lui, comment il s'appelle, Goya, il est là: «Mais mettez des choses qui servent à rien dans les films» et tu es là: «Non, si tu fais un film narratif et que tu mets des choses qui servent à rien, tu perds les gens» Mais parce que les gens quand après, ils sont dans une histoire, heu je prends American Ninja, les mecs, ils te mettent des plans d'avions qui atterrissent et qui décollent, qui n'ont rien à voir avec l'histoire et tu es là donc OK, il y a un avion qui atterrit, il va se passer un truc. Non, je suis pas dans un aéroport après, et tu es là après, je mets une nuance quand même. Je pense qu'en effet, tu peux quand même mettre des choses qui servent à rien, mais il faut pas qu'elles nuisent à la narration et enfin qui servent à rien. Je m'entends. C'est-à-dire que tu peux mettre des choses de manière un peu plus fortuite, un peu plus artistique. Toi, te laisser aller un petit peu plus à ce genre de choses, c'est possible, hein. Il y a plein de réalisateurs sur les tournages, même si le script est verrouillé et très beau, qui vont se dire bon bah là, bim, on va filmer ça, c'est classe, etc. Mais en fait, instinctivement, ça rejoint leur scénario parce qu'ils l'ont senti et voilà. Mais oui, mais en tant que spectateur, tu vas enfin en général, justement, si c'est bien fait, si le mec il te fait un plan sur un paysage, c'est parce qu'il va, peut-être introduire le lieu dans lequel c'est, mais tu vas rarement avoir tu peux avoir par contre des éléments de décor, genre, Joe Dante dans Gremlins, il fait ça. Dans le fond du décor, tu as énormément d'éléments qui sont des purs éléments, on va dire entre guillemets «décoratifs», mais qui en fait font partie je sais plus comment on appelle ça, qui font partie de la poétique du film. C'est-à-dire qu'ils vont faire partie de trucs qui sont censés t'induire des choses, de manière subtile et en fait lui, Joe Dante, il passe plein de trucs, qui font soit référence à des choses, soit qui sont censés en gros, t'apporter des messages. Je crois que c'était, je sais plus, je me demande si c'est pas Karim Debache qu'on parlait justement, heu et tu as plein de films qui vont juste avoir des éléments de décor random et c'est pas grave, mais effectivement, si tu vois si tu vois qu'un mec joue tout le temps avec une toupie, ça peut être juste un peu de caractérisation du je reviens. personnage, c'est sûr. Ouais, voilà, mais globalement, en général, si tu as un élément qui est un peu appuyé et qui s'avère ne servir à rien, ça reste toujours un peu compliqué. Ce qui est pas pareil que d'avoir une scène qui sert à rien. C'est-à-dire que, par exemple, globalement, faut éviter, mais si tu fais de la comédie, si tu as une scène qui est drôle, que tu pourrais l'enlever de ton histoire, heu que ça changerait rien à l'histoire, mais qu'au final, elle fait vraiment rire, comme le but de la comédie, c'est de faire rire, bon, ben why not? Heu, Sauf que si tu fais ça dans un polar, par exemple, qui est basé sur du suspense et du rythme, bah, tu vas complètement, diluer le propos et ennuyer les gens, mais bref, enfin,
et du coup, bon, bah, ça me gêne que tu sois plus là, j'ai l'impression de parler tout seul. Mais et le mec finissait, et je finirai là-dessus, sur, et ce qui rejoint le début de la conversation que j'avais avec mon pote justement, et on parlait de la différence réalisation. Antoine Goya, il va prendre plusieurs exemples de films qui sont a priori pas bons, mais dont une scène bien réalisée et non pas bien scénarisée hem, va générer de l'émotion. Il va prendre un film de danse, que j'ai pas vu, les films de Jones modernes où les mecs font des concours de danse, se douchent et je sais pas quoi. Ah oui, tu même pas? OK, pardon. Ouais, 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 j'étais parti, mais ouais, je OK. suis là. Non, bah, du coup, je reviens, je transitionnais sur, ce qui va revenir au début justement sur, Alors attends, moi je voulais juste ajouter un truc par rapport à ce que tu disais. Même par rapport à la littérature, en fait, on a ce gros problème-là et aussi, il y a souvent deux catégories d'écrivains, ceux qu'on appelle les architectes et les jardiniers. Les architectes, c'est ceux qui préparent leurs plans à l'avance, etc., qui pensent tout ce qu'ils vont écrire avant, et les jardiniers qui écrivent au fil de la plume, tu vois. Et ce qui est, ça rejoint totalement ce que tu disais, c'est-à-dire il y a plein de jardiniers, il y a plein d'écrivains qui arrivent très bien à retomber sur leurs pieds et à faire un truc instinctif, ne pas l'avoir préparé. Alors, ne pas l'avoir préparé, c'est un bien grand mot, hein. Si je prends par exemple l'exemple de King, de Stephen King, qui lui, il va écrire ses bouquins souvent à l'instinct. Il a fait très peu de bouquins en ayant préparé son plan. Sauf que toute la journée, il va réfléchir à sa scène, il va réfléchir à comment il va l'introduire, qu'est-ce qu'il va faire avec. Et, mais lui, il écrit à l'instinct, c'est-à-dire, et souvent, King se chie sur sa fin. bah, c'est Donc, ça, c'est ce que ouais, j'allais dire, c'est-à-dire que King, j'adore, et il a fait des trucs qui fonctionnent super bien du début jusqu'à la fin, et c'est toujours dur de dire, même si le mec a pas fait le plan, il avait peut-être une idée en tête de où il allait arriver. Mais il est super doué, et malgré tout, il y a justement des fins qui sont un peu décevantes. Même le fléau, je ouais, me souviens, c'était ouais, carrément ouais, ouais. pourri. Alors Mais, pourtant, mais, j'étais ah, mais- et du coup, c'est vraiment pas un conseil à donner aux gens, c'est-à-dire que non, mais ce que je veux, attends, je finis juste le propos, c'est que du coup, la plupart de ces bouquins, bah, ils se chient à la fin. Et, mais par contre, il y a des fois, et c'est vrai que ça marche, mais ça ressemble un tout petit peu à un coup de bol ou un coup de génie, ou je sais pas comment appeler ça. Mais il y a des fois, il est retombé très bien sur, sur ses pattes. Genre, tu regardes Misery, c'est impeccable. oui, Même si la fin est pas incroyable, hein, mais c'est nickel. On n'aurait pas pu faire mieux. Et je sais pas, La Ligne Verte, enfin, il y en a plein des bouquins oui, qu'il a la écrits ligne qui sont verte, bien. la fin fonctionne super, Elles enfin, tout fonctionnent fonctionne super bien. bien. Les Évadés également. Shawshank Redemption. Et donc ça arrive, c'est possible. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que sur tous les livres qu'il a écrits, ce mec, il y en a très peu en fait où il retombe sur ses pieds. Et donc c'est possible effectivement d'écrire à l'instinct, mais waouh, faut avoir vraiment beaucoup de bol et être sûr de soi. Et on n'est pas sûr tout le temps d'y arriver. Alors Non, après, et je puis peux en plus, comprendre complètement la démarche, hein, mais ouais, et en plus, lui effectivement officiellement, il se décrit comme un mec qui écrit à l'instinct, et cetera, qui va commencer page 1 et finir page 300 sans savoir ce que la page 300 contient. Mais en vrai, on n'est pas dans sa tête et on sait pas dans quelle mesure ses meilleurs récits, il avait déjà justement peut-être une idée de la fin, et qu'en fait il construit un peu à l'instinct tout du long, tout en sachant à peu près où il va, ou si vraiment le mec n'en avait aucune idée et qu'il se retrouve en page 280 à se dire: «OK, alors maintenant qu'est-ce qui se passe ensuite?» et qu'il a tellement bien pensé ses persos qu'au final ça coule de source. Heu, Ce qui est possible aussi. Et d'ailleurs, Shang, j'ai revu le film il y a pas longtemps, et putain, j'avais pris des notes dessus parce que c'est mon cerveau de merde, mais je me souviens qu'au final, la fin qui est super surprenante et que j'avais super bien vécue à l'époque, au ouais. final, je me dis: «Elle a quasiment aucun sens aujourd'hui, en Ah fait», ouais, d'accord. ouais, Le poster. ouais, et je me suis dit: «En fait, ça tombe comme ça et c'est pas du tout nécessairement dans la continuité de toute l'histoire», et au final, je l'ai vécu plus comme une pirouette, pas ouf, D'accord. et au-delà du fait que le titre français est scandaleux, heu Ouais, c'est heu, ouf. ah, c'est ouf. Là, vraiment, Et tu te dis, là, oui, ça. on en a fusillé pour moi, ça, franchement, Ah ouais, les rois du spoil, quoi, c'est n'importe ah quoi. ouais, c'est complètement Ouais. gueudin, c'est complètement gueudin, et qu'est-ce que je veux dire? Et à la fin, justement, Goya, lui, il montrait, et c'est pour ça que je disais, ça revient sur la discussion un peu du style sur la substance ou de la part de la réalisation par rapport au scénario. Il donne 2 exemples,
qui sont sûrement valables, je les ai pas vus, mais qui sont sûrement valables. Heu, il donne 2 exemples de films qui sont très moyens d'un point de vue narratif, mais dont une scène bien réalisée, sans réel support narratif, fonctionne suffisamment pour nous émouvoir et C'est faire quoi? qu'on va adhérer le film. Alors, il y en a un, c'est un film parmi les films de danse actuels, c'est où tu as des jeunes qui se douchent à danser les uns contre les autres ou je sais pas quoi, et en gros, c'est un film genre les nouveaux Roméo et Juliette, on va dire, avec des histoires de teenage, d'amour et cetera, où, à un moment au milieu du film en question, dont j'ai oublié le titre, il y a un espèce de long plan séquence, où un mec et une meuf, dansent ensemble et où, d'après, ses dires, tu ressens, justement tout l'amour à travers cette longue scène et que cette scène est prenante et captivante en soi et à elle seule, elle dit beaucoup sans qu'il y ait un support narratif. Et il va prendre un autre exemple, ce qui est, un des Fast and Furious, il me semble, ou Tokyo Drift, je sais plus. Soit un Fast and Furious justement où ils font des drifts, en Asie, soit un film, qui est Tokyo Drift, qui est tiré d'un manga je crois, où c'est des histoires de courses de drift, sur les routes japonaises, de montagne. Et où, bah, il va dire à un moment, tu as justement 2 voitures en balai, un mec et une meuf qui se combattent dans le truc et tu sens que leur rivalité tourne à l'amour au fur et à mesure et il trouvait que c'était une très belle scène de romance. Alors d'ailleurs, il y a un point entre les 2 scènes, c'est que, bah, on sent que la romance, il a un petit faible pour le truc et en soi, effectivement, je n'ai absolument, rien contre ça. Évidemment que, qu'un réalisateur peut créer des scènes, et que la réalisation est une surcouche de narration supplémentaire qui a ses propres codes, ses propres langages et ses propres outils pour dire encore des choses en plus, tout comme le montage va en avoir derrière. Mais c'est pas pour ça que, c'est pas antinomique en tout cas avec le fait que, une bonne histoire peut être une bonne histoire sur le papier, heu et qu'ensuite on en fait un film, c'est des surcouches quoi, c'est des couches successives, tu une bonne histoire, parfois tu as une mauvaise histoire et tu vas pouvoir la travailler bien, la réalisation et la rendre mieux. Le montage va pouvoir la rendre bien, des fois tu vas avoir des débuts un peu mous, mais si paf, finalement au montage, au tout début, le scénariste y avait pas pensé, le réal y a pas pensé, mais au montage tu mets, une partie de la scène de crime au tout début du film, sans montrer qui est qui machin, tu crées un questionnement et un suspense qui va faire rentrer les gens dedans, qui seraient peut-être fait chier autrement. Mais voilà, c'est pas antinomique, c'est 2 couches différentes de narration, mais en tout cas, à titre perso, je trouve qu'il ne faut pas, minimiser le travail scénaristique à la base et par exemple, si la plupart des Marvel sont mauvais aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, ou genre les derniers Star Wars, s'ils sont si mauvais, c'est pas tellement que la réal est mauvaise, c'est qu'en fait, de base, les histoires sont Même complètement si merdiques, elle est presque qu'elles inexistante, la réal, hein. oui, mais au final, c'est pas forcément le problème. C'est-à-dire que, elle serait peut-être pas si inexistante déjà si l'histoire était bonne, et si l'histoire était bonne, peut-être que n'importe quel faiseur, pas doué, aurait pu faire un bon film et les vrais problèmes du film, c'est que tu sens que les mecs, ils avaient un cahier des charges de tout ce qu'il faut mettre pour déplaire à personne et qu'ils ont fait un gloubi-boulga avec ça pour faire un film et qu'en fait, au final, ils en avaient rien à foutre. C'était pas dans les prérogatives de faire une histoire qui fonctionne, heu et que les mecs, ils sont partis avec ça et qu'au final, bah, ça fonctionne pas et ça empêche pas que les gens peuvent avoir du plaisir. Moi, j'ai des potes, tu plantes un sabre laser dans un étron, ils sont super contents, Heu, on peut avoir des sensibilités sur des univers, sur des trucs, qui peuvent suffire et puis, bah, pareil, on parlait montage réel, la musique aussi, la musique au cinéma, tu prends une scène de film d'horreur, t'enlèves la musique stressante, tu mets une musique de clown, le truc ne marchera absolument pas, quoi. Heu, en fait, c'est énorme le son dans enfin bref, voilà. Bah, si, Heu, ça peut marcher, mais ça sera pas le même niveau. Je crois qu'il y a des films qui ont fait ça, qui ont tenté avec, des musiques, pas stressantes et cetera. Mais même, tu vois, par exemple, Shining de Kubrick, l'idée, c'était de faire un film d'horreur en plein jour et sortir des poncifs avec, l'obscurité et cetera. Donc je pense oui, mais que au final, tu es claustro dans un hôtel, la plupart du temps. oui, mais tu joues sur d'autres terreurs. Mais tu peux, à Oui, mon bien avis, sûr. mettre bah, à mon avis, tu me fous une musique de clown dans un film d'horreur, moi je flippe, hein.
Oui, alors la musique de clown, C'était mal, c'était un c'était mauvais c'était exemple. c'était un mauvais exemple, mais Mais je pense que tu peux faire peur un peu avec ce que tu veux, mais en tout cas, ça sera oui, pas la même peur. Ça sera pas mais la même mais chose, mais tu vas choisir ton son bien sûr. en adéquation avec ce que tu montres et ce que tu fais, et si tu t'amuses justement à complètement changer le truc, tu auras des effets différents, et réellement, même si c'est ultra basique, tu filmes un plan d'un couloir sombre avec une porte au loin, tu avances dedans et derrière tu as une musique ultra stressante, avec des trucs aigus ou des infrabasses ou des machins, et en fait tu vas te dire: «Oh putain, il va se passer quelque chose», et tu es déjà tout stressé sur ta chaise, alors que tu as le même truc où tu entends des rires d'enfants derrière, tu vois? Enfin, Arrête, moi ça me fait peur ça. Tout ce que tu me dis, ça me fait peur. ouais. Bon, j'ai peut-être que des mauvais exemples, Ouais, non, mais mais c'est pas évident, en fait, c'est vraiment une question de comment tu fous l'ambiance, en tout cas, ce que tu veux dire, c'est que il faut bien choisir ce que tu fais et tu peux pas juste faire n'importe quoi comme ça, au gré de l'envie, non, sur le et en tout moment, cas, quoi. ce que je voulais dire, si je disais ça aussi, c'est que, lui voulait démontrer que la réalisation était potentiellement plus importante que le scénar. Tout comme essaye de l'exprimer mon pote, et tout comme les gens le ressentent d'une manière générale, vu qu'on met toujours en avant les réalisateurs, alors qu'en fait, pour moi, c'est une couche au-dessus de narration, et effectivement, il y a une part de la narration qui va passer par ça, tout comme il y a une part de la narration qui va passer par la musique et par le montage. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, Mais oui, c'est c'est un une couche de plus. Ouais, c'est un empilement de couches, mais c'est pas pour ça que la couche du bas doit être bâclée ou qu'elle n'a aucune importance, heu et qu'elle n'induit pas en plus les couches supérieures. Mais je pense que justement, les gens devraient lire plus de scripts, et ils verraient comment, quand un script est bien écrit, tu as de toute manière déjà les images qui Ouais, te viennent en tête, et même des bouquins qui sont écrits de manière, assez directe et filmique. À chaque fois les bouquins de Lohan, de Denis Lohan, m'ont oui souvent fait cette impression. et Tu puis des tu fois tu tu vois quand tu lis une, partie, tu te dis: «Mais les gars, ils ont copié-collé juste cette partie parce qu'elle est ultime, en fait, c'est parfait, quoi» Ouais, et ouais, ouais, effectivement, c'est que une écriture est parfaite quand tu lis un script, comme tu dis, bah, des fois, d'un seul coup, tu te projettes dans le film en 2 secondes et tu te rends compte que des fois, le réalisateur a pas grand-chose à faire, quoi. Mais c'est un non, travail d'équipe, en fait, ouais. simplement. Oui, oui, et tout comme le chef-op va participer, et cetera, Bah, ouais, voilà. ouais. Mais en tout Art cas, collectif. ouais, c'est ça. Mais pour les gens qui aimeraient écrire, et cetera, en tout cas, s'il faut finir sur un conseil, je conseille vivement de se renseigner sur les techniques narratives, heu, parce que ça peut que aider, et il y a souvent la peur que ça t'enferme dans un carcan, alors que non, ça te donne justement un outil parmi plein, ça te donne des tonnes d'outils pour exprimer tes idées et ton histoire, et du coup, plus tu as d'outils, plus tu as de cordes à ton arc pour exprimer, et donc plus tu vas pouvoir justement faire quelque chose de varié. Alors qu'en fait, si tu as pas de connaissance de rien, tu vas juste instinctivement recopier des poncifs que tu as vus ailleurs, en fait. Voilà, Et ça, donc Mackie le dit, d'ailleurs. oui, tout à Il fait, ouais. parle Entre des lui ou clichés. les 2, ouais. Ouais, Oui, mais lui, c'est sur la documentation. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'effectivement, si tu connais bien un sujet, et c'est aussi un peu le problème des Tarantino justement, c'est que quand il fait des trucs, c'était, notre ami, Georges qui disait ça, si tu en fait, quand il est en Californie avec des gangsters, c'est un sujet qu'il maîtrise tellement bien, et il connaît la ville, il connaît les ambiances, qu'en fait, il a plein de trucs à te dire intéressants, mais en fait, dès qu'il parle de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de sécession, Et on tombe dans des en clichés. ouais, il tombe dans des trucs qu'il maîtrise pas, et où les films deviennent, beaucoup plus clichés, beaucoup plus bateaux, malgré quelques bonnes scènes, hein, et effectivement, si tu D'où connais pas un su l'intérêt de bien, bien se renseigner avant ouais, de se lancer dans le sujet pour pas avoir une vision, de surface, quoi. stéréotypé, ouais, ouais, Ouais. ouais, OK, ouais, tu veux qu'on passe à à Battlestar Battlestar, Galactica? ouais, Ouais. de toute manière, ça va être, assez rapide, puisque je n'ai absolument pas fini la série, hein. Tu es où? Moi, J'en je connais suis pas du tout, mais du tout, comme ça, tu vas me j'en suis à la fin de la deuxième saison. ça m'a jamais même jamais donné envie. Là, je viens d'ouvrir la fiche du Blu-ray Ouais, des alors machins. Tu regardes ça, tu fais: «Mon Dieu, j'y vais pas, quoi». C'est ouais, Stargate beh, SG-1, quoi. c'est exactement ce qui fait que j'ai mis 20 ans à regarder. C'est-à-dire que moi, quand je tombais sur des extraits sur Canal, hem,
tu des batailles spatiales en effet 3D de l'époque qui, en fait, au final, sont pas si pourries, mais à l'époque, je les voyais, j'étais là: «Ah caca», tu vois? Tu regardais des longs métrages bien faits et tu arrives sur un effet série, donc qui est forcément avec un budget moindre. Tu des espèces de robots qui sont pas ouf, déjà niveau design et niveau réal, enfin et niveau réalisation, pas du directeur, hein, pas du réalisateur, mais niveau réalisation, costumière du truc et j'étais là: «OK, c'est pas ouf», mais en fait, heu, je joue Attends, beaucoup, redis-moi, excuse-moi, je t'ai pas écouté, t'as fini la saison 1, c'est ça? saison 2, Ok, j'arrive d'accord. à la fin de la saison 2 sur les 4. Il y a Heu, 4 saisons, c'est tout? ouais, Ah, c'est cool. il y a 4 saisons. Il y a par contre un film Ok. de de 3 heures, enfin, en fait, c'est à la base, je crois que c'était 3 fois 1 heure, mais qui est condensé en un seul truc, à voir avant la première saison et je sais qu'il y a des trucs qui passaient sur le web à l'époque et qui ont été recondensés en genre de mini-film entre la saison 3 et 4 à voir et en fait, si je me suis penché dessus, c'est qu'en fait, je joue beaucoup avec des amis au jeu de plateau Battlestar Galactica, qui est vraiment un bon jeu de plateau, heu, qui reprend très bien en plus, la série, qui est vraiment brillant à ce niveau-là, mais j'y reviendrai peut-être après avoir parlé de la série et en fait, j'y joue avec des gens qui connaissent la série et en fait, plein de gens justement différents, j'y joue avec des gens différents qui me disent: «Mais tu trop con, c'est trop bien la série, machin et cetera» et comme du coup, à force d'être dans l'univers du truc, on Ah, super gentil les gens, quoi. ouais, avec ma compagne, on s'est dit: «Bah, très bien, on va voir, de quoi il retourne». Heu et en fait, effectivement, c'est bien. C'est Ok. pas génial, en fait, mais c'est bien, bien à très bien selon les justement les sensibilités de chacun. C'est-à-dire que c'est un principe, on va dire un peu, c'est Blade Runner dans l'espace au final, dans le sens où, heu, là, voilà, tu vois, Il y a un truc un ils peu sont plus déchu comme ça ou? alors ils sont plutôt noirs, hein, dans le film, mais tu as alors, ça c'est le côté justement, c'est le côté merdique, mais, hem, en gros, c'est un monde où les êtres humains ont construit des êtres cybernétiques, à l'époque, mais qui étaient plus, a priori, sous forme de robots et C'est ce comme que dans j'ai Blade mis, Runner, c'est ce que j'ai mis sur ouais, le truc, c'est voilà ça? Ok. et comme dans Blade Runner, ils servaient à creuser des mines et cetera. Alors ça, c'est du prologue, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on t'explique, mais que tu vis pas, hein, c'est de la backstory ou Parce que, heu attends, je te coupe, mais là, du coup, je regarde l'image, mais c'est pas une sorte de Stormtrooper pauvre, le Si, machin? complètement, mais en fait, c'est pas le problème. C'est-à-dire que Ok. globalement, eux, ils ont créé des robots il y a très longtemps, puis, les robots se sont vénères, il y a eu une guerre, machin, elle a duré longtemps, les humains ont bouté, au loin, les Cylons, donc c'est comme ça qu'ils s'appellent et hem, ils avaient convenu d'un lieu de rendez-vous dans l'espace où ils doivent se présenter, tous les ans, pour, entretenir quand même des relations diplomatiques, puisqu'ils ont fait un accord de paix en gros, hem et pendant 50 ans, les Cylons ont jamais, pointé le bout de leur nez et un jour, des Cylons débarquent, dont, justement, de mémoire cette nana sur la photo et en fait, tue le gars, déclare la guerre en gros, et attaque, Caprica qui est, l'équivalent de la Terre, mais c'est pas la Terre justement, et après il est question de la Terre, mais comme je suis pas encore avancé dans les saisons et en fait ils éradiquent, avec des bombes nucléaires, une majorité de l'espèce humaine et en fait il s'avère que contrairement aux robots tout pétés qu'ils avaient avant, ils ont créé des êtres, génétiquement identiques aux humains. Enfin, génétiquement, justement, j'en sais rien, mais en tout cas, heu, qui sont humains sous tout rapport, si ce n'est que quand ils font du sexe, ils ont la colonne vertébrale qui s'illumine quelque peu, et qui sont, indiscernables du coup, et d'où le côté Blade Runner dans l'espace, c'est que, heu, bah, en fait, tu as des créations de l'être humain qui sont identiques à l'être humain, qui en veulent à leur créateur Ok. et qui en fait les infiltrent pour les exterminer et donc quand la série démarre vraiment après que la Caprica a été rasée sous les bombes nucléaires, globalement, tu te retrouves avec il reste 50 000 êtres humains dans l'espace, dans un vaisseau de combat et dans une flotte autour, qui du coup est sous le joug des Cylons, qui sont à la fois sous forme donc de robots, de vaisseaux, qui attaquent, et d'êtres camouflés. Et donc, bah, forcément, tout ça crée une, forte tension et au final, le concept marche super bien.
heu, avec évidemment, parmi nous, il y a des traîtres, qui sont-ils? Se révèlent certaines personnes et cetera. Oui, oui, c'est Heu, le lore parfait pour une trame marrante, enfin qui peut durer et tout ça, quoi. ouais, qui peut durer longtemps et machin et effectivement, ça fonctionne bien et en fait, malgré leur tête de cul que j'avais l'impression, en voyant les photos, les mecs jouent très bien. OK, Alors à voir d'accord. en VO effectivement, hein, parce que, Oui, comme d'hab, la VF, surtout de l'époque, c'est une catastrophe, mais les mecs jouent très bien. Et en fait, tu oublies très vite le côté un peu kitschou. C'est pas complètement nul d'un point de vue, décor, d'un point de vue costume. C'est juste inégal, c'est-à-dire quand ils foutent leur casque de pilote, ça fait vraiment pas des casques de ouf. Les OK. robots Cylon, ils ont un design de merde, mais ils sont moyennement foutus, mais ça passe. Mais au final, tu rentres dedans et c'est pas un souci. Et donc globalement, oui, ça fonctionne. Oui, c'est intéressant. Heu et là où j'en suis, ça reste intéressant et par contre, j'ai plein de mini remarques au fur et à mesure des épisodes, mais qui sont plus de l'ordre du détail, qui vont irriter, le scénariste parfois, heu, parce que tu as des raccourcis un peu bidons, genre, ils vont libérer, tu as un être, donc je dis pas un, enfin je dis pas qui, mais ils vont libérer par exemple un Cylon qui, genre la scène d'après va tuer un personnage important, dans un vaisseau qui est militaire, où tu es censé avoir des gardes partout, et où en plus ils connaissent les identités de certains modèles Cylon, parce que tu as plusieurs modèles et donc tu te dis: «Attends, comment elle se retrouve de sa geôle à flinguer le mec dans ses appartements?» Tu te dis: «Non» et en fait, tu pourrais l'expliquer si tu voulais, hein, tu pourrais faire un truc où elle se cache dans les couloirs, mais ils ont juste choisi de couper et donc tu es là, tu fais: «Mmh, c'est bizarre». Tu vas avoir quelques problèmes de scope, genre tu as 50 000 personnes et en fait, tu plus que 50 000 personnes, mais quand le scénario a besoin de complexité, genre il y a qu'un médecin qui est vraiment valable et il est pas là quand on a besoin de lui, mais tu as 20 journalistes pour, tacler la présidente, dès qu'elle dit de la merde ou dès que l'amiral fait de la merde et en fait, tu es là, tu fais: «Attends, tu une espèce de caricature de société et qui va un peu comme dans le film, Transperce-Neige, aller parfois de la finesse à la caricature. Genre, tu un épisode où t'as un bateau enfin un bateau, un des vaisseaux qui est vraiment en mode, marché noir machin et en fait, avec même le chef des mafieux qui est là en mode, «J'en ai rien à foutre de l'amiral, je lui nique sa mère» et tu là, tu fais: «Attends, waouh, vous êtes plus que 50 000, l'amiral, il a quand même une troupe de ouf, s'il veut te botter le cul, il va débarquer sur ton petit vaisseau, il va te déglinguer en 2-2» et voilà. Il y a des petits détails comme ça à droite à gauche, qui font que tu te poses souvent des questions. Ils ont un agent Cylon qu'ils ont capturé depuis longtemps. Le mec va mettre 12 épisodes à révéler des trucs importants, alors qu'en fait, dès le début, tu te dis: «Mais, questionnez-le, bourrinez-le jusqu'à avoir des infos». C'est des saisons de combien d'épisodes? Alors c'est variable. La première c'est 10, il me D'accord, ah oui, semble et la c'est ouais, la deuxième c'est 20 et je crois qu'après ça redescend autour de 10, 3 et 4. et le minutage? C'est, alors officiellement, ça doit être du 52, mais j'ai l'impression que les épisodes font plutôt genre 48, ce qui est assez bâtard, mais peut-être que c'était des normes de l'époque. C'était diffusé où ça? Alors moi, quand ça passait sur Canal ou CanalSat en France, et à l'époque vraiment j'étais tout à fait hautain envers le truc, déjà j'étais pas très série, puis c'était une époque en plus où les séries, tu restais dans l'image de MacGyver, il y avait pas encore eu, en fait Ah oui, finalement c'est si vieux que ça, en fait. ouais, c'est genre 2003 ou 2001, donc c'est même D'accord. avant The Shield, avant The Shield, avant Oz, ou à peu près pareil, mais en tout cas Oz c'est arrivé chez nous, machin et en fait ça fait partie peut-être des et peut-être qu'il y en a d'autres avant, hein, je suis vraiment pas expert en série, mais ça doit faire partie des premières grosses séries à gros épisodes, Le premier opus date de 1978? ah oui alors Ah, c'est attention, des films, en fait. ouais, il y avait, c'est un «remake» entre guillemets, la série, Battlestar de 2001 ou 2003. OK. C'est un remake de c'est Ça, un remake tu as pas regardé? non, j'ai pas regardé, non, par contre, non, c'est peut-être bien, mais enfin, il faut en fait, pour le coup, je vais me renseigner sur ce que valent les films ou la série des années 70 parce que pour le coup, je pense que celle qui est appréciée et qui est connue, c'est la version 2000 et j'ai peur que Ouais. ça soit pour le coup assez douloureux, de regarder les vieux,
Voilà, ce serait peut-être comme regarder V à nouveau aujourd'hui, je suis pas sûr que je suis Regardez pas sûr quoi? V, c'était une série des Ah années oui, V, ouais, 80 ouais, avec je vois. les Mmh. hommes, lézards là et je pense que je pense qu'aujourd'hui ça doit pas Ouais. être facile. Mais, Même si petit, ça me faisait peur. ouais, ça me faisait très peur aussi, Ouais. mais Il y a un épisode où ils enlèvent le masque et tu vois que c'est un ouais, lézard et j'étais là: ouais, «Non!» ouais. Ouais, c'est horrible, ils se rendent pas compte, hein. Mais donc voilà, mais globalement, je peux conseiller Galactica, le concept fonctionne bien et globalement, dans les grandes lignes, ça fonctionne bien. Il y a des couacs à droite à gauche, mais qui sont pas plus gênants que ça. Là, dans la saison 2 qui est plus longue, il y a peut-être un ou 2 épisodes qui, de prime abord, tu te dis que peut-être qu'ils serviront par la suite justement et qui rebondiront sur ce qu'ils contiennent, mais qui font un peu, trame secondaire. Mais globalement, OK. pour l'instant, je conseillerais, en tout cas pour l'instant, Tu et as alors vu attention, je suis pas j expert en séries, donc comparé aux ouais. séries d'aujourd'hui, ça a peut-être vieilli, mais en tout cas, les gens qui me l'avaient conseillé étaient des fervents admirateurs de la série et regardent encore les épisodes d'aujourd'hui et en ayant eux des connaissances de séries que moi j'ai pas et je suis plus dans le cadre, heu et heu et moi en tant que non connaisseur de séries, en tout cas ça fonctionne, et puis j'aime bien Je pouvoir retrouver sais des pas gens si du si tu plateau. vu, mais ça commence en 2003 avec une mini-série de Oui, bah, 2 c'est ça, épisodes, c'est voilà. ce que je disais d'1 heure et Ah, demie et en fait, ouais. faut les voir, si moi j'avais commencé par la saison 1 et tu commences par le premier épisode, ça commence par «Previously in Battlestar Ah bah, ouais, Galactica» ouais. et ils te montrent des extraits, tu es là, tu fais: «Mais je suis à l'épisode 1 de la saison 1, Ouais, qu'est-ce qui se ouais. passe?» Donc j'appelle mon pote, je lui dis: «Mais c'est quoi ce bordel, Et après tu me dis tu pas?» feras gaffe, il y a saison 1, saison 2, saison 3 et après tu as, la saison Ouais, Razor, ouais, entre saison 3 et 4 et 4, ouais. The Plan. Ouais, c'est ça. C'est Voilà. ça et j'ai même vu, je crois qu'ils ont fait, même une autre série encore à part en genre de 3 épisodes, qui se passe genre, qui concerne les familles des personnages principaux, genre 30 ans auparavant sur Caprica machin, voilà. OK. Ça je sais pas si c'est utile à voir ou si c'est vraiment juste un spin-off, et ce que ça vaut. Mais je referai un point du coup, quand j'aurai tout fini, Ouais. dans 2 mois je pense. Enfin non, on doit en moyenne, on doit en voir un par jour, donc ouais, si, mais ça va faire 2 mois, quoi. Voilà. OK, ça roule. Et ben, je te propose qu'on s'arrête là. Ça fait, 1h10 de stream, c'est pas mal Ouais, pour une première. déjà ça a fonctionné, jusqu'au bout. Ouais, c'est déjà cool. Donc, au revoir à tous et puis normalement rendez-vous, vendredi prochain, si tu dispo. Oui, tout à fait. Par contre, OK. celui du suivant, ça sera le pont du 14 où je serai pas là. OK, Mais d'accord. on Bon, en tout cas, verra vendredi chacun prochain, on peut se donner ouais, rendez-vous, quoi. ouais, tout à fait. Ça roule. Eh ben, la bise.